Bon, Avengers, le film qui a changé le Marvel Cinematic Universe à jamais, et surtout le film qui nous a montré pour la première fois ce que pouvait être un véritable crossover de super-héros. Quel film, quelle histoire et quel dénouement. Mais, et si je vous disais qu'en réalité Avengers, à la base, c'était pas du tout ce qu'on a vu. L'histoire était complètement différente. Red Skull en grand vilain, la Guêpe comme membre fondatrice de l'équipe, un Hulk incontrôlé sous l'emprise de Loki ou encore la mort d'un Avenger, etc. C'était complètement différent, le sujet de notre exploration d'aujourd'hui. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on explore l'histoire d'origine du tout premier film Avengers. Bon visionnage. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Qui aurait pensé à ce moment précis que cette scène dans le tout premier film Iron Man allait par la suite donner vie à tout un univers, un Marvel Cinematic Universe avec d'autres héros, d'autres histoires, mais qui culminent tous et toutes en un seul point, un grand film crossover, un film Avengers, le tout premier, celui qui a posé la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Si Iron Man a allumé l'étincelle du MCU, alors Avengers a soufflé sur la flamme pour en faire un véritable brasier. Plusieurs années plus tard, le résultat est juste fou. Par contre, à Red Skull, allié avec Loki, la mort de Tony, un Hulk possédé, des pierres d'infinité déjà en action, l'histoire d'origine du premier film Avengers, les premières idées comme on va le voir, à la base c'était complètement différent de ce qu'on a tous vu au cinéma. Et ça commence très vite avec le grand vilain du film, car il n'a pas toujours été question de Loki, ou du moins pas que Loki. Personnage disparu après Captain America The First Avenger, le premier film Captain, Red Skull était initialement envisagé comme le grand vilain de Avengers, même avant que Loki ne soit choisi. En effet, Red Skull devait revenir à l'écran grâce au Tesseract, cet artefact même qui a été responsable de sa disparition. Son rôle, lui, n'aurait pas été un simple cameo, il aurait été présenté comme manipulant les humains depuis l'ombre et durant de nombreuses années, réactivant Hydra et orchestrant l'invasion extraterrestre de 2012. L'idée étant de connecter la scène dans Captain America à ce film, répondant très vite à un des plus grands mystères autour de Red Skull et ce qui lui est arrivé. Certains concepts évoquent même qu'il aurait pu apparaître à différents moments de la bataille, donnant des ordres ici et là, planifiant des pièges, et surtout interagissant avec Loki. Car oui, dans les drafts originaux, Loki était seulement là pour ouvrir la porte de l'invasion, déclencher le chaos, et puis disparaître. C'est Red Skull qui devait s'occuper de tout le reste. Mais finalement, ils vont décider d'utiliser les deux, les faire coexister dans le récit avec Loki comme exécutant et Red Skull comme le cerveau de l'opération. Il était d'ailleurs prévu dès le début et de manière plus directe de créer une connexion entre Loki et Thanos avec un Loki manipulé. Red Skull comme Loki n'étant que des pions dans le plan d'un Thanos déjà mis en avant et pas qu'en scène post-crédit. On retrouve alors très vite un conflit entre Thor et son frère Loki, entre le Captain et Red Skull, et enfin Thanos contre Tony. C'est un moyen pour le trio phare des Avengers d'avoir une implication plus personnelle. Par ailleurs, Red Skull n'était pas le seul antagoniste envisagé pour ce premier film Avengers. En effet, Marvel Studios avait même émis l'idée d'introduire le Mandarin comme principal méchant. Mais comme Red Skull, ce plan a été abandonné au profit de Loki. Les raisons de cette abondance sont bien évidemment diverses, mais la cause principale était la volonté de Marvel de présenter un vilain plus en phase avec le MCU établi, car le mandarin envisagé était celui possédant de véritables pouvoirs via les anneaux, un mandarin beaucoup plus axé comics et donc magie, quelque chose qui à l'époque n'avait pas encore été amorcé. Finalement, le mandarin a été introduit dans Iron Man 3, un faux mandarin, mais par la suite développé pour de vrai dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Petite parenthèse, un court-métrage a d'ailleurs pointé le bout de son nez après Iron Man 3, appelé All Hail the King, pour suggérer et confirmer l'existence d'un vrai mandarin dans l'ombre, car beaucoup de fans étaient déçus de sa première adaptation. Et les Avengers alors, parlons-en, car oui, l'équipe originelle qui a forgé la base du MCU était bien différente. Il était par exemple, l'espace d'un moment question, d'avoir le même roster que celui des comics Marvel, celui de la toute première équipe Avengers. Celle avec Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man et la Guêpe.
Joss Whedon a dit dans une interview en 2012 qu'il voulait justement rendre hommage à l'équipe originale, et du coup qu'il avait sérieusement envisagé la guêpe et Ant-Man. Malheureusement, le développement tardif du film Ant-Man va bloquer l'utilisation des personnages, ils vont alors se tourner vers ceux qui existent déjà, donc Black Widow et Captain America. The Wasp, la guêpe, à la place de Black Widow, c'était tellement avancé qu'on a même le droit à des petits concept art. Petite parenthèse là aussi, le Ant-Man qui était prévu pour l'équipe, c'était pas Scott Lang, c'était Hank Pym. Pareil pour la guêpe, c'était Janet. Plusieurs années plus tard, comme on l'a vu, le MCU va finir par faire les choses différemment, faisant de Hank et Janet les Ant-Man et Wasp d'une autre époque, et présentant une nouvelle génération de ces héros pour le film Ant-Man. Un autre concept, et qui devait faire son apparition beaucoup plus tôt, c'est l'Iron Legion créée par Tony Stark, la fameuse armée d'armure et droïdes Iron Man, vue pour la première fois dans Avengers 2. A la base, il voulait que Tony déploie son Iron Legion en plein combat à New York. Des armures automatisées créées en urgence pour épauler les Avengers et le Shield, histoire de montrer dès le début l'impact qu'a Tony Stark, que ce soit lui ou ses créations. Mais la scène ayant été jugée trop coûteuse et visuellement confuse, a été abandonnée. Le Shield, d'ailleurs, a été, on peut le dire, beaucoup plus développé dans cette version, avec un QG dans l'espace. Rien que ça. Nick Fury devait en effet diriger le Shield depuis une installation partiellement en orbite terrestre, une version précoce, on va dire, du futur Cyber, qu'on découvrira bien plus tard dans le MCU. L'idée était ambitieuse, visuellement dingue, mais Marvel n'avait ni le budget ni le ton pour justifier un Shield aussi futuriste, et surtout à cette époque. Une autre idée qui sera réutilisée plus tard. Un autre élément intéressant et qui a été mis de côté concerne nul autre que Hulk. En effet, à l'origine, ce dernier aurait dû être sous le contrôle mental de Loki, et cependant une assez longue période, assez longue, pour que l'on soit spectateur d'un combat opposant Hulk au reste de nos Avengers. Une scène d'action qui aurait pu plaire et qui aurait donné de l'impact à Hulk, mais qui a été abandonnée car jugée perturbatrice en termes de rythme. Apparemment, elle aurait volé la vedette au reste du film, cette scène ayant été décrite comme un mini-film d'action à elle seule. Certains concept art se montrent même Thor et Iron Man essayant de neutraliser le géant vert dans une ville complètement détruite, et avec du recul, on aurait carrément aimé voir plus de Hulk déchaîné, en vue de comment il a fini dans la suite. La menace de l'invasion extraterrestre avec les Chitauri, aujourd'hui devenue iconique, a elle aussi failli prendre une toute autre forme. À l'origine, Marvel envisageait d'utiliser les Skrulls comme principaux antagonistes dans le premier film Avengers. Mais voilà, à l'époque, les droits cinématographiques sur les Skrulls étaient partagés avec la Fox, et il était du coup impossible de les exploiter pleinement. Du coup, Marvel a fait le choix de créer les Chitauri, une race extraterrestre totalement nouvelle et visuellement unique, immédiatement reconnaissable. Thanos lui-même qualifiait les Chitauri d'armée ultime, et il avait clairement raison lorsqu'on voit tout ce dont ils sont capables, que ce soit dans le premier Avengers ou même dans Infinity War et Endgame. Par contre, si les Skrulls avaient été utilisés à la place, le film aurait été radicalement différent, y compris dans son ton, son atmosphère, avec une ambiance plus axée sur la paranoïa, moins de batailles frontales mais plutôt des affrontements dans l'ombre, vu que les Skrulls peuvent s'aventurer partout grâce à leur capacité de se transformer en n'importe qui. Chaque visage devient alors suspect, chaque interaction potentiellement mortelle. Ce qui aurait pu complètement fonctionner avec un Loki aux commandes, ça c'est une certitude, quelque chose que tentera le MCU d'utiliser beaucoup plus tard. Mais malheureusement, le résultat n'était pas forcément à la hauteur, vu que le projet était une série. On est loin d'un terrain de jeu type film Avengers, et tout ce que ça offre comme possibilité. Concernant les pierres d'infinité cette fois, elles aussi, leur gestion était différente, et clairement accélérée, contrairement à ce qu'on a vu. Dans les premières versions du scénario, les gemmes d'infini avaient déjà un rôle central, et nettement plus lié à Thanos et sa fameuse quête. Avant même que le MCU ne clarifie leur nature et leur nombre, dans les projets suivants, le Tesseract et le sceptre de Loki, la gemme de l'espace et celle de l'esprit, étaient envisagés comme étant directement connectés, presque comme deux pièces d'un même puzzle cosmique. L'idée était que Loki, en servant Thanos, ne faisait qu'exécuter une partie d'un plan bien plus vaste, la mise en place de la base nécessaire pour collecter les 6 gemmes. La planète Terre étant un monde particulier que Thanos voulait contrôler. Le film devait ainsi montrer que Thanos contrôlait l'ensemble de l'invasion, et ce dès le début,
et pas seulement via Loki, mais aussi à travers ces mêmes artefacts cosmiques. Le Tesseract servait à ouvrir des portails, le sceptre à manipuler des esprits, et combinés, ils auraient permis à Thanos d'influencer la Terre de manière quasi invisible. Du moins, c'était l'idée, préparant une domination plutôt progressive qu'une attaque frontale comme le fut le Avengers qu'on a vu au cinéma. Dans cette première version, Thanos était présent dès le début, guidant les événements depuis l'ombre. On le voyait superviser l'invasion de New York et orchestrer la récupération des pierres, presque comme un chef d'orchestre. Il n'était pas là seulement dans une scène post-crédit qui tease quelque chose dans le futur, mais faisait partie intégrante du film. Ça se sent qu'il voulait vite le mettre sur le devant de la scène. Mais ces plans ont été abandonnés, ou plutôt repoussés, pour plusieurs raisons. Déjà, il fallait rendre le film accessible à tous. Ne pas noyer le spectateur dans des explications trop cosmiques dès le premier film Avengers. Et ils ont eu raison. Aussi, il fallait garder clair tout ce qui était suspense sur qui contrôlait quoi, et conserver au centre de l'intrigue les Avengers comme véritables héros, plutôt que de les transformer, dès le début, en simples pions pour Thanos. Enfin, il y avait tout le côté Marvel Cinematic Universe qui était en pleine construction, et dès lors, brûler la carte Thanos aussi vite pouvait carrément devenir contre-productif. Ils ont alors décidé de faire les choses autrement, plutôt doucement, et montrer via plusieurs projets que la menace Thanos était là, mais réservée à une fin de saga, un crossover d'autres crossovers. Résultat final, Thanos reste mystérieux et son contrôle sur les événements plus implicite. Et le Tesseract et le Sceptre vont garder leur côté secret un peu plus longtemps, laissant Thanos révéler leur véritable potentiel lorsqu'il décidera d'entrer lui-même dans la partie. Ce qui a entre-temps permis aux fans, à nous explorateurs, de jouer au jeu et essayer de découvrir où étaient cachées les pierres d'infinité avant leur collecte par le Titan fou. Je me souviens, c'était mes débuts en tant que fan du MCU, et comme beaucoup de fans, c'était un plaisir de théoriser sur tout ça. En somme, l'histoire d'origine aurait été beaucoup plus sombre et complexe, centrée sur la manipulation et la montée en puissance de Thanos. Avec des pierres d'infinité déjà connectées entre elles, mieux, il était même prévu de tuer des Avengers. Et oui, ça parlait déjà de la mort de Tony Stark à la fin du film, et plus tard de la mort de Clint, Hawkeye, histoire de marquer le coup, pour que Avengers soit un film mémorable. Heureusement pour nous, ils ont plutôt décidé de faire de Avengers une porte d'entrée, le début d'une épopée plutôt qu'une fin. Résultat, aujourd'hui, on a le droit à plein de films Marvel, des films Avengers, et encore d'autres qui arrivent pour continuer d'exploiter un univers plus riche que jamais. Thor, Tony, Steve et j'en passe, ils n'avaient aucune idée à l'époque de ce qui les attendait. Quant à un certain Loki, lui, tout premier grand vilain de l'univers Marvel, était très loin de se douter qu'il allait devenir aussi important dans la suite, et surtout l'un des plus grands héros de l'histoire. En effet, le destin de Loki dans les premières idées du film Avengers, et même après, était complètement différent. À l'origine, le personnage de Loki était destiné à disparaître dès le premier film Avengers. Il n'était pas prévu qu'il survive à l'invasion de New York, ni qu'il devienne un élément central du MCU. Cependant, sa popularité inattendue auprès du public a conduit Marvel Studios à revoir ses plans, à tout changer. Tom Hiddleston, qui incarne Loki, a d'ailleurs à plusieurs reprises exprimé sa surprise face à l'accueil chaleureux réservé à son personnage, soulignant que sa longévité dans le MCU était surtout due à l'enthousiasme des fans. Le pauvre, il n'a aucune idée qu'il est un acteur hors du commun. Et ce soutien massif a justement incité les créateurs à intégrer Loki dans d'autres films, notamment Thor 2, Avengers 2, etc. pour plus tard lui offrir une série solo sur Disney+, où il va briller comme jamais. Ainsi, ce qui était initialement prévu comme une disparition rapide est devenu l'un des arcs narratifs les plus appréciés et des plus complexes du MCU, montrant à quel point l'enthousiasme des fans peut influencer la direction d'un film, d'une saga, le destin de plein de personnages et l'évolution des histoires racontées. Clairement, le MCU est ce qu'il est surtout et avant tout grâce aux fans. Que serait le MCU sans ces scènes post-crédit, la marque de fabrique du MCU? Et justement, il y en avait une de prévue avec Rhodey, War Machine. Elle présentait en effet l'arrivée tardive du personnage à New York muni de son armure, constatant que la bataille était déjà terminée. Une scène qui aurait dû être présentée en post-crédit du coup, mais qui a été laissée de côté, avec comme envie de garder Rhodey pour Iron Man 3 et ensuite Avengers 2. C'était les toutes premières idées qui ont vite été mises de côté, comme avec Captain America, qui dans le script d'origine devait être montré comme ayant de réelles difficultés à s'adapter au monde moderne,
Après tout, tout lui était inconnu. Cependant, les réalisateurs ont estimé que le public souhaitait voir plus le héros en question, plutôt que de le voir se concentrer sur ses luttes personnelles, on va dire. Mais cette idée n'a pas été abandonnée pour autant dans le MCU, puisque c'est un aspect qui sera exploré en profondeur dans le projet Winter Soldier, dans un film Captain America du coup, qui a le temps d'explorer toutes les facettes du Captain. Il en va de même pour la bataille finale, qui au départ était pensée pour comporter plusieurs scènes où les héros interagissent avec les habitants de New York. La réal avait d'ailleurs filmé des scènes montrant le Captain interagir avec une serveuse et un policier, qui auraient dû plus tard être montrés au sol suite à la bataille finale, histoire de donner un côté plus dramatique à cette attaque. Mais finalement l'idée sera mise de côté pour garder le public concentré sur les personnages principaux. L'idée de montrer les conséquences de l'attaque de 2012 ayant par la suite été utilisée via d'autres projets, et c'était pareil pour les conséquences de Avengers 4. Ainsi, vous l'aurez vu, de Avengers, le tout premier à la base, c'était très différent. Heureusement pour nous, le Avengers qu'on a eu était quand même incroyable, tellement que ça a forgé le MCU qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Comment vous avez découvert, vous, le MCU? C'était avec quel film? Un héros ou plutôt un film Avengers? Et surtout, qu'est-ce qui fait que vous soyez devenu fan? Rendez-vous dans l'espace commentaire, je lis et réponds à tout le monde. En plus, le petit commentaire est de la vidéo pour le référencement. Un très grand merci. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs. Et si vous voulez découvrir l'histoire d'origine des autres films Avengers, c'est par ici, toujours par votre héros préféré. Vous souhaitant une belle journée ou une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.